En ce début des années 1830, Delacroix, Hugo, Balzac, Dumas et les romantiques triomphent. Ils ont remporté la bataille contre les classiques. Ils sont enfin sur le devant de la scène. Sardanapale, Notre-Dame de Paris, La peau de chagrin, la symphonie fantastique. Dorénavant, ils sont bien décidés à créer leur mythe. Ils se racontent partout, dans leurs lettres, dans leurs mémoires, dans les journaux, quitte à romancer légèrement leur vie. Leur quête de postérité ne les empêche pas d'aiguiser leur conscience politique et sociale. Ensemble, ils vont devoir se battre pour imposer leurs idées et se faire la voix du peuple qui aspire à la liberté. À 32 ans, Victor Hugo n'abandonne pas le combat. Il ne peut s'empêcher de constater les inégalités sociales et l'injustice qui règnent autour de lui. Le peuple est écrasé par la misère. Il pourrait se contenter d'écrire des pièces et des romans à succès et profiter de son nouveau foyer sur l'élégante place des Vosges, mais il ne se résigne pas. Il y a 5 ans, il publiait Le dernier jour d'un condamné. Avec Claude Gueux, il continue son réquisitoire contre la peine de mort. Enfant, Victor Hugo a vu s'abattre la lame sur le cou d'un homme. Il ne s'en est jamais remis. Comment une société peut-elle exécuter de sang-froid un citoyen quand elle devrait s'occuper de l'instruire? Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, éclairez-la. Vous n'aurez pas besoin de la couper. S'il n'est pas encore prêt à rejoindre les Républicains dans leur lutte ouverte contre le roi, Louis-Philippe, il s'inquiète de la dérive autoritaire du régime. Depuis le début de la monarchie de Juillet, la prospérité ne profite qu'aux riches. Les salaires des ouvriers baissent. Leurs droits sont bafoués. Des grèves éclatent partout en France, aussitôt réprimées par l'armée. Le pays s'enfonce dans une impasse. Le peuple s'insurge. Le pouvoir réprime. Le 15 avril 1834, rue Transnonain, un capitaine est blessé par un tir venu de la fenêtre d'un immeuble. Aussitôt, les soldats enfoncent les portes et tirent, sans discernement. Au rez-de-chaussée, un fabricant de papier peint, sa nièce et son fils sont massacrés. Au 1er et 2e étage, des artisans, couturières et ouvriers subissent le même sort. Au 3e étage, au petit théâtre de la Veuve Doyen, on répète un vaudeville tandis que les coups de feu éclatent. 12 cadavres. Parmi eux, des femmes, des enfants, des vieillards. Le lendemain, pour la première fois, le trait de Daumier est noir, cru, réaliste. On ne caricature pas un carnage, on en témoigne. Son dessin, repris par la presse d'opposition, ne laisse d'autre choix à Louis-Philippe. Il ordonne la destruction de l'œuvre et de ses reproductions, et organise un simulacre de procès pour calmer l'opinion publique. Personne n'est condamné. La justice n'est pas pour le peuple. Daumier ne le sait que trop. Pour aiguiser un art de la caricature de plus en plus menacé par la censure, il s'est mis à pétrir des bustes de terre. Depuis 4 ans, il a sculpté une quarantaine de bourgeois, engoncés, dégarnis, trop nourris, qui règnent sur le pays. Daumier ne les a croisés qu'une fois ou deux à l'Assemblée et cela lui suffit pour les modeler de mémoire. Toute la monarchie de Juillet passe entre ses doigts. Il suffit d'un rictus, d'un pli au menton pour qu'il soit drôle et ressemblant, figé pour l'éternité dans l'arrogance du pouvoir.
Depuis Indiana, George Sand a publié plusieurs nouvelles et romans. Elle défend de sa plume le combat féministe comme elle se l'est promis. Lélia, un de ses derniers livres, a fait scandale. La critique déchaînée ne lui a rien épargné. C'est un livre dangereux qui sent la boue et la prostitution. Heureusement, la polémique fait vendre. Le public veut savoir qui se cache derrière cet auteur à la réputation sulfureuse. Son éditeur a eu l'idée de faire réaliser son portrait par un peintre à la mode. Sand rencontre Delacroix pour la première fois. Dans son atelier règne une atmosphère tropicale. Depuis qu'il est rentré d'Afrique, le peintre a succombé au charme de l'Orient. Il vit au milieu de tout un tas d'objets qui lui rappellent Alger la Blanche et les faubourgs de Tanger. Là-bas, sa peinture a changé. Il a ramené dans ses carnets des couleurs et un peu de la lumière de cette lointaine contrée. Delacroix observe Sand en préparant ses pigments. Il devine la douleur qui ronge le cœur de son modèle. Il va la saisir sur le vif. Depuis des mois, George Sand vit une passion dévorante avec un jeune poète exalté, Alfred de Musset. À 23 ans, c'est un dandy superbe, attiré par la débauche, le champagne, l'opium et les femmes. Les deux amants sont partis pour Venise. Musset n'a cessé de fréquenter les bordels jusqu'à contracter une fièvre cérébrale. Sand, délaissée, dévorée de jalousie, est devenue la maîtresse du médecin italien qui a soigné le poète. Le trio s'est retrouvé à Paris. Rupture, dispute, réconciliation. L'Italien a quitté la capitale, laissant les deux amants se consumer. Sand, épuisée, a mis un terme à cet amour destructeur. Elle s'est coupé les cheveux et les a envoyés à Musset en guise d'adieu. Lui, anéanti, vient de publier Lorenzaccio. Georges l'a lu. Une phrase ne quitte plus son esprit. Pour dormir tranquille, il faut n'avoir jamais fait certains rêves. Cette femme qui ose se dévoiler ainsi devant lui bouleverse Delacroix. Entre les deux artistes est en train de naître une amitié forte et singulière. Ce soir, Balzac s'offre une expérience. Passionné de sciences occultes, il veut percer le mystère de la voyance. Il a prévu sa question. Une question intime, autant lier l'utile à l'agréable. Lui qui reçoit tant de lettres d'admiratrices et passe pour l'écrivain préféré des femmes, est encore célibataire. Pour laquelle doit-il se battre et déployer toute sa puissance romanesque? La duchesse de Castries, qui se refuse irrésistiblement à lui? La comtesse Guidoni Visconti, qu'il vient de séduire? Ou cette mystérieuse étrangère, Evelina Hanska, qui lui a envoyé une lettre enflammée de Russie? Répondez-moi, je veux savoir. La mystérieuse étrangère, mais attention, la divination n'est pas science exacte. Balzac n'est pas si crédule, mais il commence à se prendre au jeu. Evelina est comtesse. Elle a 33 ans, comme lui. Et depuis quelques semaines, ils ont entamé une correspondance enflammée. Balzac avoue même lui avoir écrit « Je vous aime ». La seule ombre au tableau, elle est mariée. Mais ne vous arrêtez pas à ce détail. Dites-moi s'il est bon d'espérer. La fortune, l'amour, la mort. C'est peut-être celle du mari.
Il est déjà vieux, avec de la chance, il ne sera bientôt plus un obstacle. Le travail accapare Hugo. Se sentant délaissée, Adèle, sa femme, est allée se consoler dans les bras de Sainte-Beuve, le meilleur ami du poète. Si la colère l'a emporté dans les premiers temps, une sorte de statu quo s'est installé entre eux. Et puis, Victor Hugo a rencontré Juliette Drouet. Depuis cette nuit de carnaval de 1833 où ils se sont tout promis, ils ne se quittent plus. Victor a trouvé en Juliette la partenaire idéale. La comédienne a su combler son désir d'absolu. Il peut tout partager avec elle, son œuvre, son combat politique, ses réflexions les plus intimes. Juliette s'est offerte à lui sans retenue. Elle ne lui a rien caché, ni l'indigence de son enfance, ni les humiliations, ni la prostitution. Hugo mesure la chance qu'il a de connaître cette femme et se jure de ne jamais l'abandonner. Gérard de Nerval, lui aussi, est tombé amoureux d'une jeune actrice, Jenny Colomb. Mais il n'ose pas encore se dévoiler. Elle a passé, la jeune fille, vive et preste comme un oiseau, à la main une fleur qui brille, à la bouche un refrain nouveau. Voilà 2 jours qu'il marche sans but, en écrivant des vers. Il serait peut-être temps de rentrer, surtout qu'il a promis à Théophile Gautier d'assister à la lecture de son dernier roman, Mademoiselle de Maupin. Depuis qu'il se consacre entièrement à l'écriture, les 2 amis partagent leur vie de bohème dans le quartier du Doyenné. Coincé entre le Louvre et les Tuileries, le Doyenné est un dédale de ruelles bordé de façades lézardées, offrant une vision fantomatique propre à effrayer le promeneur. Gérard n'a rien manqué. La lecture de Gautier n'a pas commencé. Il attend encore du monde. Toute une jeunesse tapageuse aime à se retrouver dans leur hôtel particulier décrépit. C'est un lieu de liberté et d'impertinence où le romantisme se cultive en art de vivre. Vite, un témoin. Il va y avoir du sang et des larmes. Quelqu'un a osé bafouer le nom de Dumas. Alexandre ne compte pas laisser passer un tel affront. Demain, il défendra son honneur en duel. Mais d'abord, il doit mettre son testament à l'abri. Pour son fils, pour sa mère, pour sa maîtresse. Cette querelle n'a que trop duré. Aux armes de décider qui doit rester. Alexandre Dumas, qui triomphe sur les scènes parisiennes? Ou ce Frédéric Gaillardet, jeune dramaturge qui se prétend l'unique auteur d'un drame que Dumas a pourtant réécrit en 9 jours et transformé en succès? Si la Tour de Nesle ne quitte pas l'affiche, c'est bien grâce à son talent. Ce n'est pas pour rien si le directeur du théâtre a fait appel à lui. Alexandre Dumas quitte le Doyenné sans se retourner. Il est prêt à affronter son destin. Alexandre Dumas aurait préféré l'épée pour défendre sa réputation. Mais ce sera le pistolet, puisque c'est ce que veut ce jeune freluquet de Gaillardet. Choisir l'arme des voleurs quand on peut se battre avec l'épée des mousquetaires. Décidément, ils n'ont rien de commun. Quelle médiocrité! Alexandre n'en est pas à son premier duel. Il sait qu'au pistolet, la maladresse peut viser juste. Et c'est Gaillardet qui tirera le premier. Eh bien, qu'il la batte. Ça ne changera rien à la vérité. Gaillardet s'avance, ajuste son tir. Il tremble un peu. Manqué. C'est son tour. Dumas pourrait encore faire quelques pas vers son adversaire ou prendre le temps de bien viser. La balle atteint un arbre. Il n'a fait peur qu'aux oiseaux. Les 2 hommes veulent recommencer. Dumas veut poursuivre à l'épée. Malgré les protestations, leurs témoins respectifs s'empressent de sonner la fin du duel. Gaillardet n'a plus rien à dire.
Leurs deux noms figureront toujours côte à côte sur l'affiche, l'un effaçant l'autre. Les déboires des auteurs sont nombreux. Préfaçons, contrefaçons, plagiat. La littérature est une jungle. En cette année 1838, Desnoyers, le directeur du journal Le Siècle, a réuni Sand, Balzac, Gautier, Dumas et Hugo. À l'ordre du jour, la création de la Société des gens de lettres. Il est temps d'instaurer des règles. Balzac prend aussitôt la parole. Nul n'est moins protégé que l'artiste. Il nous faut réfléchir à l'aspect juridique d'une part pour protéger l'auteur et son œuvre, et à l'aspect économique. Comment permettre à l'artiste de mener à bien son travail dans la tranquillité? Il faudrait créer une caisse pour aider et soutenir les membres dans le besoin. Tous approuvent l'analyse de Balzac. Galvanisé, il s'emballe. Et s'il se lançait dans la culture des ananas? Les Parisiens raffolent de ce fruit exotique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, voyons. Pour 100 000 ananas à 5 francs pièce, moins les frais, ça fait près de 400 000 francs de bénéfices. Il suffirait d'ouvrir une boutique sur les boulevards tenue par des écrivains qui vendraient les ananas. Une excellente façon d'interpeller sur la précarité des auteurs. Ses amis connaissent bien le personnage et sourient de ces nouveaux calculs qui mènent tout droit à la faillite. Mais s'il renonce à son idée farfelue, ils sont prêts à l'élire président. Sur les coteaux de Sèvres, Balzac vient d'acquérir en secret une maison, les Jardis. C'est la première fois qu'il est propriétaire, et il voit les choses en grand. Le jardin, d'abord, doit offrir la plus belle vue du monde. Des clématites, des plantes grimpantes, des essences rares. Pierre Brouette, son jardinier, loge à demeure. Au diable la dépense, cet endroit deviendra peut-être l'écrin de son amour. Pas un jour ne passe sans qu'il ne rêve à sa chère comtesse russe. Ce n'est pas tant sa fortune ou sa beauté qui l'éblouissent que sa culture. Il a déjà fait 2 fois le voyage pour la retrouver. Désormais, dans son cœur, ne doit briller pour lui que son étoile polaire. Evelina Hanska. Mais Balzac est réaliste. Il ne peut accepter que le destin de celle qu'il aime soit d'ouvrir la porte aux créanciers. En 10 ans, il a publié plus de 60 livres, dont certains connaissent un vif succès. Le Père Goriot, Le Lys dans la vallée, Eugénie Grandet ou le colonel Chabert. Et pourtant, les dettes lui en serrent la gorge, encore et toujours. Je suis prisonnier de ma chambre avec un duel sur le corps. Il faut que je tue une demi-rame de papier et la transperce avec une encre assez passable pour mettre ma bourse en joie et en liesse. Balzac travaille en ce moment à la suite des 2 poètes. Un roman paru en 1836. Lucien Chardon, son héros, quitte la ville d'Angoulême pour tenter l'ambitieuse carrière littéraire, accompagné de sa protectrice, Madame de Bargeton. Chardon, ce nom ne fait pas rêver. Pour l'occasion, Lucien décide de se rebaptiser de Rubempré. Balzac raconte le métier d'écrivain, le fonctionnement de la presse, décrit le monde impitoyable de la littérature. Que d'illusions pour son personnage. Le temps semble suspendu au-dessus de Paris. Tout est fermé. École, boutique, atelier. Il fait très froid. Moins 10 degrés. Entre l'Arc de Triomphe et les Invalides, une foule immobile et silencieuse patiente. En ce 15 décembre 1840, tous attendent le retour de l'empereur. 20 ans après sa mort en exil, le cercueil de Napoléon est enfin de retour en terre de France. Louis-Philippe entend bien rassembler la nation autour de l'événement, réveiller les souvenirs de conquête et faire oublier les tensions sociales et les émeutes qui éclatent régulièrement dans les rues de la capitale.
Installés à la tribune officielle, Hugo, Delacroix et Sand attendent eux aussi le cortège. Fils et filles d'officiers et de préfets de l'Empire, ils partagent avec Balzac leur admiration pour Napoléon. C'est le héros de leur enfance, le conquérant glorieux au destin tragique qui a nourri leurs combats et leurs écrits. Une bise glacée balaye l'esplanade des Invalides lorsque le cortège arrive. L'instant est solennel. Pourtant, l'émotion n'est pas au rendez-vous. Le char funèbre qui s'avance est monumental. Tellement monumental qu'il ne laisse rien voir de ce que les yeux cherchent. Le cercueil de Napoléon est invisible. Et déjà on parle d'escamotage, de cercueil vide. Le peuple se sent floué. Hugo, lui, se demande si le gouvernement n'a pas peur du fantôme qu'il célèbre. Peur d'un vive l'empereur, qui voudrait dire mort au roi. Gérard de Nerval n'était pas dans la tribune. Pourtant, il est persuadé que l'âme de l'empereur s'est échappée de son cercueil et vole vers les plaines de Waterloo. Ses amis ne reconnaissent pas leur camarade étourdi du doyenné. Gérard est de plus en plus solitaire et agité. Et il cherche l'entrée du monde invisible. Tout ce qui rend son esprit poreux le fascine. La numérologie, les grands mythes du passé, l'ésotérisme. Il étudie, il cherche. Si seulement son âme pouvait s'ouvrir. 12. Ce chiffre le hante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Serait-ce la clé de la porte? Les étoiles brillaient dans le firmament. Tout à coup, il me sembla qu'elles venaient de s'éteindre. Je crus que les temps étaient accomplis et que nous touchions à la fin du monde annoncée dans l'Apocalypse. Je croyais voir un soleil noir dans le ciel désert et un globe rouge de sang au-dessus des Tuileries. La nuit éternelle commence. Et elle va être terrible. Que va-t-il arriver quand les hommes s'apercevront qu'il n'y a plus de soleil? On a retrouvé Gérard de Nerval nu, dans la rue. Il a fallu quelques jours pour qu'il sorte de sa torpeur. Lorsqu'il reprend ses esprits, il est à Montmartre, dans la clinique du docteur Blanche. Un endroit huppé, réputé pour ses méthodes douces. Ses amis sont inquiets. Dumas lui rend fréquemment visite. Gérard le rassure. Il joue le patient modèle. Il ne lui parle pas de son tumulte intérieur. Que son ami ne se fasse pas trop de soucis. Il est bien ici. Le docteur Blanche l'encourage à écrire. Gérard lui livre ses visions. Le docteur le pense atteint de démonomanie, patient incurable. Gérard ne s'attarde pas sur le diagnostic. Il sait qu'il n'est pas fou. Il est prophète. Il a eu une révélation mystique, tangible, aussi réelle qu'effrayante. Il veut comprendre le sens caché des mystères entrevus. Six mois plus tard, lorsque Théophile Gautier vient le chercher à sa sortie de la clinique, Gérard de Nerval est déterminé. Il part en Orient, au berceau des civilisations et des religions pour trouver des réponses. D'abord Malte, puis Alexandrie, le Caire, et maintenant Constantinople. Gautier aurait voulu que son ami soit là pour assister à la première de Gisèle, un ballet pantomime dont il a eu l'idée.
Il a coécrit le livret et demandé à Adolphe Adam de composer la musique. L'histoire est inspirée d'un poème de Victor Hugo intitulé « Fantôme ». Gisèle est une jeune femme qui, depuis le royaume des morts, sauve l'homme qu'elle a aimé en dansant avec lui jusqu'à l'aube pour lui éviter la damnation. Carlotta Grisi, jeune étoile italienne, lui donne toute sa grâce, tout son élan. Tel un spectre, elle semble défier la pesanteur. Elle effectue des sauts démesurés. Gauthier, ébahi, ne la quitte pas des yeux. Dans sa loge, Hugo est conquis. Il est fier que sa fille aînée, Léopoldine, assiste à ce spectacle où l'amour est plus fort que la mort. Mais si cette vision romantique, sublimée de l'amour, fonctionne sur scène, il n'en est pas de même dans la vie. Victor et Adèle, c'était un rêve. Ils ne forment plus le jeune couple idéal des premières années. Léopoldine sait qu'ils ne se montrent ensemble que pour sauver les apparences, pour les enfants, pour les relations, pour la postérité. La postérité. Balzac s'y prépare. Saluez-moi, je suis tout simplement en train de devenir un génie. Cette phrase écrite à sa sœur dans l'impertinence de sa jeunesse, Balzac la revendique plus que jamais. Il en est convaincu, son idée est brillante. Ça fait presque 10 ans qu'il ne se contente pas d'écrire de nouvelles histoires, mais qu'il reprend et corrige sans cesse ses romans déjà parus pour créer une œuvre polymorphe et grandiose. Une véritable histoire naturelle de la société. Il s'inspire du travail des scientifiques Buffon et Cuvier. N'y a-t-il pas autant d'hommes différents qu'il y a de variétés en zoologie? En classant l'espèce humaine, il ne fait pas seulement œuvre de poète, mais aussi de savant. Il a déjà son plan. Les études de mœurs pour étudier les faits, les études philosophiques pour exposer les causes, et les études analytiques pour en tirer des principes. Il fait voyager ses personnages d'une histoire à l'autre, créant des ponts entre tous ses écrits. Rastignac, Derville, Gobseck, de Rubempré, la duchesse de Langeais, tous représentent un archétype. Une gigantesque fresque qui dira tout du genre humain, de la campagne à la ville, de Paris à la province, de l'ouvrier à l'aristocrate. Et ça y est, il a trouvé le titre de son œuvre tentaculaire. La comédie humaine. Ce sera du jamais lu. Pour redoubler son courage, 3 éditeurs sont intéressés et prêts à débourser jusqu'à 15 000 francs. Il n'en faut pas plus à Balzac pour retrouver le sourire. Et comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, Evelina Hanska, sa belle comtesse russe, lui apprend que son mari vient de mourir. 8 ans qu'il attend cela. Lui qui devait partir à Nohant chez son ami George Sand change ses plans. Il file à Saint-Pétersbourg. L'amour n'attend pas. Balzac ne viendra pas. Delacroix ne s'en plaint pas. Cet homme trop bavard aurait sans doute troublé le calme des lieux. Sand et Chopin reconnaissent bien là le caractère taciturne de leur ami. Depuis qu'elle est divorcée, George Sand a repris entre ses mains son domaine de Nohant, qu'elle chérit depuis l'enfance. Tous ses amis artistes y sont les bienvenus. Ils vont et viennent, s'évadent pour quelques heures ou quelques jours dans ce paradis hors du temps. Depuis 5 ans qu'il partage la vie de George Sand, Frédéric Chopin ne s'est jamais senti aussi bien. Dans cette maison, il est libre de composer. Sa nature timide s'épanouit. Même sa santé fragile semble s'affermir un peu.
Georges adore son ange polonais, mais elle sait bien que leurs deux solitudes finiront par s'éloigner. Ses enfants, son combat pour les idées socialistes l'ancre définitivement au sol. Quand Chopin ne vit qu'à travers les étoiles. Delacroix tempère ce couple tumultueux. Devenu un des familiers de Nohant, il a installé un atelier au grenier où il peut peindre à sa guise. Chacun vit ici à son rythme. On écrit la nuit, on peint le matin, on compose l'après-midi, au gré des envies et des inspirations. Et lorsque Chopin accepte de jouer pour ses amis, le temps suspend sa course. Et puis, la note bleue résonne, et nous voilà dans l'azur de la nuit transparente. Victor Hugo, lui aussi, est loin de Paris. Comme tous les étés, depuis qu'il l'a rencontrée, il s'offre un voyage avec Juliette. Elle sait qu'il ne quittera jamais sa femme pour elle et se réjouit de ces quelques semaines rien qu'à eux, loin de tout, de la famille, du travail et des obligations. Ces derniers temps, Victor n'a pas ménagé sa peine. Il a été élu à l'Académie française il y a 2 ans. Il a fondé avec Dumas le Théâtre de la Renaissance pour lequel il a écrit et mis en scène Ruy Blas. Il a fait jouer sa pièce Les Burgraves au Théâtre français. Mais la critique s'acharne à démolir son travail. Ses vacances arrivent à point nommé. De retour d'Espagne et avant de revenir à Paris, Hugo et Juliette font escale à Rochefort. Épuisés par le voyage, ils entrent dans un café et se font servir une bouteille de bière. Hugo saisit le journal Le Siècle. Un article se détache des autres. Sa main se met à trembler. Un affreux événement va porter le deuil dans une famille chère à la France littéraire. Le 4 septembre 1843, Léopoldine Hugo et son mari, Charles Vacquerie, sont morts noyés en traversant la Seine en bateau. Hugo ne pourra même pas assister aux funérailles de sa fille. Il a appris la nouvelle trop tard. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Le journal des débats! Le journal des débats! Quel suspense dans le journal des débats! Il a fallu augmenter le tirage. La foule veut savoir. Quand Rodolphe va-t-il apprendre l'enlèvement de Fleur de Marie par la chouette? Sacrée bonne idée, ces romans fleuves publiés en épisodes dans la presse, avec cette dernière ligne au bas de la page. La suite au prochain numéro. La foule retient son souffle. On n'a jamais autant lu les journaux.
C'est Émile de Girardin, fondateur du journal La Presse, qui a eu cette intuition. De la publicité pour faire baisser les prix et des romans feuilletons pour attirer les lecteurs. Et Rodolphe, alors, va-t-il sauver à nouveau Fleur de Marie? Seul le sait Monsieur Eugène Sue. C'est lui l'auteur. On dit que ce dandy riche et prétentieux s'est déguisé en ouvrier pour passer inaperçu dans les bas-fonds. Il en serait revenu métamorphosé et avec un roman fleuve qui déborde dans les journaux. Les mystères de Paris. Un roman social. Jamais on n'avait dépeint ainsi les bas-fonds de la capitale. Les gueux, les estropiés, les prostituées, les moins que rien ont enfin le droit d'être des personnages. L'argot pimente le récit. Le nez devient le reniflard, le cœur, le saignant. La chanteuse, la goualeuse, le père, le daron. Le succès est tel que même ceux qui ne savent pas lire se font raconter le dernier épisode. Ces histoires pleines de rebondissements qui n'en finissent pas sont une manne pour les auteurs. Balzac comme George Sand s'y sont mis. Mais Alexandre Dumas est le plus prolifique. En mars 1844, les premiers chapitres des Trois Mousquetaires sont en une du siècle, suivent les aventures du comte de Monte Cristo. Sans oublier ses nouvelles pièces à l'affiche. C'est trop pour un seul homme. Sa signature cache des collaborateurs. Les uns lui apportent des idées, les autres des textes mal ficelés. D'autres encore se chargent des points et des virgules. Même le fils de Dumas est de l'aventure. Même prénom, Alexandre. Même ambition, écrire. Mais le numéro 2 de l'entreprise, c'est le romancier Auguste Maquet. La mort de D'Artagnan, c'est lui. Seul pourtant apparaît le nom d'Alexandre Dumas, car une ligne signée Dumas vaut 100 fois plus qu'un épisode signé par l'un de ses collaborateurs. Ce soir, Alexandre se presse vers l'île Saint-Louis. Il a rendez-vous à l'hôtel Pimodan pour une réunion un peu particulière. Le très secret club des Hachichins. Derrière une porte discrète se cache un véritable trésor. Une sorte de palais vénitien défraîchi avec moulures, dorures, peintures. Peu à peu, les yeux de Dumas s'habituent à la pénombre. Il reconnaît les visages de ses amis. Delacroix, Gautier, Nerval. Tous ont accepté de se prêter à l'expérience de ces soirées fantasia. Il s'agit, sous la conduite du docteur Moreau de Tours, d'étudier les effets de cette nouvelle drogue récemment importée d'Orient. Le hashish. Si le scientifique souhaite connaître les vertus médicinales de cette pâte verdâtre et odorante, Dumas et ses amis, eux, cherchent une ivresse nouvelle et exotique qui ouvrirait des portes inédites à leur imagination. Charles Baudelaire, un jeune dandy extravagant de 26 ans, s'est incrusté. Il vit sous les combles de l'hôtel particulier. Dans un coin de la pièce, il observe. Il est autant attiré par la drogue que par la compagnie de ces artistes qu'il brûle de connaître. Bientôt, les premiers effets commencent à se faire sentir. Les corps s'alourdissent. Les esprits sont pris d'une bienveillance molle, paresseuse. Le temps s'abolit, les esprits s'aiguisent. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. Va te purifier dans l'air supérieur et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. À son réveil, Baudelaire ne sait pas si c'est la drogue ou sa récente découverte d'Edgar Poe qui le plonge dans cette mélancolie.
L'auteur américain tourmenté a fait forte impression sur lui. Cet esprit satanique, aux inspirations morbides, excite son imaginaire. Il sera poète. Dandy et poète. Son beau-père voulait qu'il soit diplomate. Il méprise les diplomates. Il méprise son beau-père. Ce militaire borné lui a imposé une tutelle financière il y a 3 ans déjà. Et comme si ça ne suffisait pas, il a essayé de l'éloigner de sa mère. Sous prétexte de le sauver de la vie dissolue qu'il mène à la capitale, il l'a envoyé pour un voyage d'1 an, dans les mers du Sud. Peine perdue. Baudelaire était de retour au bout de 6 mois, plus décidé que jamais à suivre le chemin qu'il s'est tracé. Celui d'un dandy un peu hautain, prompt à juger, fréquentant avec assiduité les bas-fonds parisiens. Il y a rencontré la syphilis, et pour calmer les douleurs, l'opium. C'est ce qu'il aime dans Paris. C'est la ville du luxe et de la misère. Tout y est spectacle pour un poète. Et les spectacles, les Parisiens en raffolent. Avec son tout nouveau théâtre historique, Alexandre Dumas ne compte pas les décevoir. C'est sur le boulevard du Temple, l'endroit de prédilection de sa jeunesse, qu'il a fait construire une salle moderne avec une scène immense, pouvant contenir plus de 1000 spectateurs et des centaines de comédiens. Il est 18 h. Le public ne s'attend pas à ce qui va suivre. Au programme, La Reine Margot, drame historique de Dumas. Du grand spectacle qui va durer 9 heures. Par ce geste, je suis la parole du Christ. Aimez-vous les uns les autres. Et j'ose ajouter, aimez vos ennemis comme vos propres frères. Il est 3 h du matin lorsque la pièce se termine enfin sous les bravos et les applaudissements. Depuis les succès à répétition de ces romans feuilletons, l'argent coule à flot et les projets vont bon train. Les 3 mousquetaires, le chevalier de Maison Rouge, la recette est imparable. Le public connaît déjà les histoires grâce aux journaux et n'hésite pas à payer pour les voir vivre sur scène. Plus rien n'arrête Dumas. Pour être à la hauteur de sa démesure, il se fait construire un château près de Paris. En hommage à ses héros, il le nomme le château de Monte Cristo. Là, il reçoit ses amis, ses maîtresses, donne des fêtes fastueuses. Sa popularité le devance où qu'il aille. On le surnomme le roi de Paris. Il en est fier. Surtout si ça peut agacer Louis-Philippe, le roi des Français, qui est loin de bénéficier de la même ferveur populaire. Victor Hugo sent que le vent va tourner. 5 ans que Léopoldine est morte. 5 ans qu'il n'a plus écrit et qu'il s'est jeté dans la politique. À la chambre des pairs où le roi l'a nommé, il n'a cessé d'alerter contre l'injustice sociale, la pauvreté, la peine de mort. En vain. Louis-Philippe n'est pas inquiet. « Je ne crains rien, je suis nécessaire. » Cette phrase du roi, Victor l'a notée dans ses carnets. Comment le souverain peut-il être si sourd? Le ton monte dans la rue. Ce géant qu'on appelle l'émeute n'a qu'un pas à faire pour atteindre les Tuileries. Cela fait 2 jours que les ouvriers ont rejoint les étudiants, que la manifestation grossit. En ce 23 février 1848, l'occupation militaire de Paris vient d'être décrétée. 30 000 soldats encerclent la capitale. La garde nationale attend ses ordres. La colère n'attend plus qu'une étincelle. Le pays va craquer.